Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo la partie B donc de la seconde épreuve d'admissibilité au CAPES 2018. C'est aussi donc le troisième concours pour ceux qui connaissent. Donc on était dans une partie A avec du cryptage. Ici on continue. Donc on va démontrer dans cette question donc de la partie B, c'est la septième question, le petit théorème de Fermat. Donc on va démontrer que on a une égalité ici. Voilà. A puissance P moins 1 est égal à 1 modulo P, donc il faut avoir vu toutes les congruences, bien les comprendre. P est censé être un nombre premier et A est un entier relatif tel que P ne divise pas. Voilà. Donc ça c'est le but donc de cette question qui va se passer en 6 petites sous-questions. Alors ce théorème, connu sous le nom de petit théorème de Fermat, je vais juste donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu. On prend un nombre premier, je sais pas, par exemple 17, P égale 17, c'est bien en premier. Je prends A avec 17 qui ne divise pas A, je prends par exemple A égale 19, c'est bien un entier relatif. 17 ne divise pas 19, et bien, si vous faites donc 19 puissance, donc 17 moins 1, 16, ça doit valoir 1 modulo 17. Alors comment on vérifie ça? On peut le faire comme ça sans calculatrice. Alors 19, 1 modulo 17, ça fait 2. D'accord? Donc on doit calculer 2 puissance 16. Alors 2 puissance 16, on va aller par exemple à 2 puissance 4. Vous savez que ça fait 16. Donc ici ça fait 2 puissance 4 puissance 4. Et 16, c'est égal à moins 1 modulo 17. D'accord? Puisque 17 moins 1, ça fait 16. Donc vous avez moins 1 puissance 4. Ça fait bien 1 modulo 17. Donc voilà ce théorème. Alors la première question, donc on prend K un entier relatif et il faut montrer une équivalence. C'est l'équivalence P divise K A si et seulement si P divise K. Alors on va partir de gauche à droite. Il y a deux démonstrations possibles qui reviennent un petit peu au même. Utilisation de deux théorèmes. Alors un qui s'appelle le lemme d'Euclide, que je vais vous rappeler. Le lemme d'Euclide, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si P est un nombre premier et si P divise un produit AB, alors si vous avez ces deux choses là, donc on peut en déduire que P divise A ou P divise P. C'est-à-dire qu'un nombre premier qui divise un produit divise forcément l'un des facteurs. Ça c'est le lemme d'Euclide. D'accord? Donc on va essayer d'utiliser ce lemme et après on essaiera d'utiliser Gauss. Comment utiliser le lemme d'Euclide? Donc qu'est-ce qu'on a? De gauche à droite, on a P qui divise KA. D'accord? Donc, comme P est premier, d'après mon lemme d'Euclide, ça veut dire que P divise K ou P divise A. Or, P ne divise pas A, c'est le texte. D'accord? Ça c'est écrit ici. Donc, forcément, P divise K. Donc on a déjà fait de gauche à droite avec le lemme d'Euclide. Maintenant, en utilisant le théorème de Gauss, qu'est-ce que ça donne? Je vous rappelle rapidement le théorème. Si on a P qui divise AB et P qui est premier avec A, d'accord, on écrit ça comme ça, eh bien, on peut en déduire que donc P divise B. Ça, c'est le théorème de Gauss. Alors ici, où sont les deux nombres premiers entre eux? Eh bien, on sait que P est un nombre premier. Donc, P est premier, forcément, avec tout nombre qui ne divise pas. Hop. Qu'il ne divise pas. D'accord? Parce que sinon, eh bien, les deux nombres auraient un diviseur commun, et comme P n'a que comme diviseur 1 et P, ça poserait un problème. Donc P est premier avec tous les nombres qui ne divisent pas. Donc ici, P est premier avec A. On note comme ceci. C'est-à-dire que leur PGCD, c'est 1. D'accord? Donc ici, on applique tout de suite le terme de Gauss. P divise K fois A. P est premier avec A. D'accord? Donc d'après le théorème de Gauss, P va diviser donc K. Et on a donc fait de gauche à droite. Maintenant, il reste à faire de droite à gauche. Pour démontrer le passage de droite à gauche, je propose deux versions. On sait
Donc ça c'est notre base, P divise K, d'accord? Et on sait que K divise KA, par écriture. Donc ces deux choses-là nous disent quoi? Eh bien par transitivité, P divise K, K divise KA, donc P divise K. Ça s'appelle la transitivité. C'est une propriété qu'on peut trouver dans plein de choses. Exemple, si vous avez A plus petit que B, B plus petit que C, strictement, eh bien vous aurez A plus petit que C. Ça c'est pareil, c'est la transitivité de la relation inférieure strictement. D'accord? Il y en a plein. Et là, donc, on a cette transitivité. Sinon, on reprend la définition de la divisibilité. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on sait? On sait que P divise K. Donc, il existe un nombre Q appartenant ici à Z, tel que P divise Q, donc Q, enfin K, pardon, s'écrit P fois Q. D'accord? On peut factoriser tout simplement K par P. Qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier cette relation par A. Ça veut dire que A fois K est égal à A fois P fois Q. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que A fois K s'écrit P multiplié par A fois Q avec A fois Q qui est un entier relatif. Et donc ça, c'est une relation de divisibilité. C'est-à-dire que AK s'écrit P fois un entier, donc P divise AK, c'est-à-dire KA. Et on a démontré le passage droite-gauche. Donc voilà. Maintenant, il nous reste à conclure, en déduire que P ne divise aucun élément de A. Regardons donc en détail cet ensemble A. On prend une fois A, deux fois, trois fois, jusqu'à P moins 1 fois. Donc c'est le multiple de A avec un coefficient entier entre 1 et P moins 1. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cet ensemble, il contient P moins 1 éléments. P moins 1 multiple de A. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que P ne divise aucun élément de A. Alors, soit un élément de A, soit donc X appartenant à A. Ça veut dire quoi? Il existe un nombre I entier dans l'ensemble 1, P-1, c'est-à-dire l'ensemble des entiers entre 1 et P-1. Donc il existe I dans cet ensemble tel que X s'écrive donc I fois A. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à P-1 fois A. Voilà. Supposons que P divise IA. D'accord? Eh bien, d'après ce qu'on vient de montrer, on a donc P divise un multiple de A, donc P divise K. Ça veut dire que donc P divise I. Voilà. Or, I, c'est strictement plus petit que P et strictement positif. D'accord? Donc, c'est impossible. P ne peut pas diviser I puisqu'il est plus grand que I. D'accord? Et ça veut dire que notre raisonnement par l'absurde est encore validé. Donc, par conséquent, la supposition est fausse. Donc, P ne divise pas IA. Et donc, P ne divise aucun élément de notre ensemble A. D'accord? Puisque tous les éléments de l'ensemble A s'écrivent IA. Et qu'on vient de montrer que P ne divise jamais IA avec I entre 1 et P-1. Voilà la première question. C'est long, vous voyez, c'est pas facile. C'est beaucoup de divisibilité et des raisonnements par l'absurde. Deuxième question. Maintenant, donc, on va noter alpha I, le reste modulo P de l'entier IA. Donc on a I qui appartient à l'ensemble des entiers entre 1 et P-1. Voilà. Et donc, on va prendre le reste modulo P de l'entier IA. Donc, ça veut dire que IA va être égal à alpha I, donc modulo P. D'accord? Et avec alpha I qui est donc un nombre, ici c'est un reste modulo P, c'est donc un nombre entre 0 et P-1. Voilà. Alors, établir que tous ces restes sont non nuls. Donc, on veut montrer que tous les alpha I sont non nuls et qui sont tous 2 à 2 distincts. Alors, non nuls. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On vient de démontrer que P ne divise aucun
élément de A. Donc, c'est-à-dire que pour tout I appartenant à 1, P-1, P ne divise pas IA. D'accord? Donc, forcément, P ne divise pas IA, donc IA est différent de 0 modulo P. Parce que si IA valait 0 modulo P, ça voudrait être équivalent, ça serait équivalent à la division, ça est équivalent au fait que P diviserait IA. Donc IA ne fait pas 0 modulo P, donc alpha I est forcément différent de 0. D'accord? Donc modulo P, donc alpha I est différent de 0. Donc, pour tout I, quel que soit I, donc dans l'ensemble 1, P-1, déjà, on sait que alpha I est donc différent de 0 modulo P. Voilà, ça déjà, première chose, le plus simple, hein, P ne divise pas les éléments de A, hein, donc modulo P, ces éléments ici ne peuvent pas valoir 0. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont tous 2 à 2 distincts? On va démontrer ça par l'absurde. Je vais considérer donc I et J dans l'intervalle 1 P-1 avec I différent de J. D'accord? Très important. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On va considérer donc alpha I et alpha J. Alors, on fait la division euclidienne, donc de l'entier IA. Donc IA, ça va être égal à P fois un nombre Q plus alpha I. D'accord? On a Q qui appartient à Z, et donc alpha I qui est strictement plus petit que P, et donc ici, hein, on va dire strictement positif, parce qu'on sait, hein, on a démontré qu'ils sont tous non nuls, donc déjà alpha I est non nul. Ensuite, de même on a JA qui vaut P fois Q' plus alpha J. Q' c'est un entier relatif, et alpha J, plus petit que le diviseur P, est strictement positif. On doit montrer, je rappelle, hein, ici on va faire une supposition par l'absurde. Donc on va montrer, on va supposer que alpha I est égal à alpha J. Donc supposons alpha I égale alpha J. Pourquoi c'est impossible? Eh bien, c'est très simple. On va faire la soustraction des deux lignes que je viens d'écrire. Donc on obtient que IA moins JA, donc on factorise par A, c'est donc I moins J fois A, qui va donc être égal à PQ moins PQ', donc P fois Q moins Q', plus alpha I moins alpha J, donc 0. Ça veut dire quoi? Ici, par conséquent, eh bien P va diviser I moins J fois A. Or, on a prouvé que si P divisait un multiple de A, alors il divisait K. Donc, P divise ici I moins J. Pourquoi ce n'est pas possible? Eh bien, on va regarder la taille de I moins J. Alors, I, on a dit, donc il est entre donc, P-1 et 1. Et J est entre P-1 et aussi. Donc, moins J est entre moins P-1 et moins 1. J'ajoute ces deux inégalités. Je peux toujours ajouter des inégalités. Ça fait I moins J entre donc P moins 1 moins 1, ça fait P moins 2, et 1 moins P plus 1, c'est-à-dire 2 moins P. Conséquence, I moins J est donc strictement plus petit que P, et supérieur ou égal à moins P. Ça veut dire quoi? Que P diviserait un nombre I moins J, donc P diviserait I moins J avec I moins J différent de 0, et I moins J en valeur absolue, donc plus petit strictement que P. Ça, c'est totalement impossible. Ça veut dire que, eh bien ici, on a donc ici une absurdité. Ça, c'est impossible. Alors, pourquoi c'est impossible? Je vais prendre un exemple. Hein, vous prenez par exemple P égale 17. Hein, eh bien, est-ce que P peut diviser les nombres entre 1 et 16? Bien, pas du tout. Ça, c'est totalement impossible. P ne peut pas diviser un nombre plus petit que lui, non nul. Donc ici, on a une impossibilité directe. Donc notre raisonnement par absurde a encore fonctionné. Donc ce n'est pas possible ici que alpha I soit égal à alpha J. Donc, quel que soit I différent de J, alpha I est différent de alpha J. Question suivante. Hein. Donc,
on veut montrer quoi? Eh bien que l'ensemble des alpha i, eh bien, c'est l'ensemble des entiers entre 1 et p moins 1. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, tous les restes, évidemment, quel que soit i appartenant à 1, p moins 1, d'accord? Eh bien, on a alpha i qui appartient aussi à 1, p moins 1, car on a dit tous les alpha i sont non nuls. D'accord? Donc, première chose, ça veut dire que l'ensemble des alpha i, avec i qui décrit l'ensemble des entiers entre 1 et p moins 1, cet ensemble, il est inclus donc dans l'ensemble 1, p moins 1. Voilà. Donc on a deux sous-parties de n, dont une est inclue dans l'autre. Or, quel que soit i différent de j, alpha i est différent de alpha j. Donc, le cardinal ici de l'ensemble des alpha i, avec i décrivant donc toujours ce même intervalle, ce cardinal, c'est donc exactement p moins 1. Et il y a autant de valeurs qu'il y a de i. D'accord? Donc vous avez deux ensembles dont l'un est inclus dans l'autre qui ont le même cardinal. Par conséquent, on aurait donc ici cardinal des alpha i qui est égal au cardinal de l'ensemble, donc 1 p moins 1, et l'ensemble donc des alpha i, je le raccourcis un peu, qui est inclus donc dans notre 1 p moins i. Donc les deux ensembles sont les mêmes. Donc l'ensemble des alpha i, il est égal à l'ensemble 1 p moins 1. Voilà. Effectivement, hein, c'est donc chaîne d'inclusion avec le même cardinal, donc les ensembles sont les mêmes, parce qu'on est ici dans les ensembles finis, hein, bien évidemment, c'est pour ça que je parle de cardinaux. Autre façon de raisonner, donc première chose, je rappelle qu'on arrive assez facilement à dire que les alpha i sont inclus dans l'ensemble des entiers entre 1 et p moins 1. Problème. Donc, si on considère la fonction f qui va justement donc de 1 p moins 1, donc ici dans 1 p moins 1, et à chaque i, chaque valeur de 1 moins p moins 1, elle associe alpha i, cette fonction, eh bien, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Elle est injective. F est injective. D'accord? Pourquoi elle est injective? Parce que, car, si on suppose f de alpha i, pardon, si on suppose f de i égale f de j, ça implique que i est égal à j, parce qu'on a prouvé que deux nombres différents ont deux images différentes. Donc cette fonction, elle est injective. Elle est injective avec des ensembles finis, donc elle est surjective. Donc surjective. Et donc bijective. D'accord? Mais on n'a même pas besoin de la surjectivité, on a besoin que de la bijectivité. Donc on a une fonction bijective. Donc les deux ensembles, ici, ont même cardinal. Et comme l'un est inclus dans l'autre, on revient à l'idée que j'ai développée tout à l'heure. On a égalité des deux ensembles. Question 3, on appelle P le produit de tous les éléments de A. Donc A, c'est A, 2A, 3, etc. jusqu'à P moins 1 de A. Donc ce nombre P, ça va être le produit de I égale 1 à P moins 1 des nombres qui s'écrivent IA. D'accord? A est constant, on le retrouve dans chaque facteur. Des facteurs, il y en a P moins 1, donc ça fait A puissance P moins 1 fois le produit de I égale 1 à P moins 1 des nombres I. Alors ça s'écrit comment? Mais ça fait donc 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à P moins 1. C'est donc A puissance P moins 1 fois P moins 1 factoriel. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on veut montrer que P c'est égal à P moins 1 factoriel modulo P. Alors, P, c'est le produit de tous les éléments de A. Donc P, qu'est-ce que c'est? C'est donc, on est encore sur pi de I1 à P moins 1 de IA. On va passer modulo P. Donc, en passant modulo P, P va être congru au produit de I égale 1 à P moins 1 de IA
modulo P. Modulo P, on sait que IA vaut alpha I. Donc c'est le pi des I égale 1 à P moins 1 des alpha I. D'accord? Or, c'est là que va intervenir la question précédente. Ici, par bijection, le produit de I égale 1 à P moins 1 des alpha I, l'ensemble des alpha I, si je l'écris comme ça, il est égal exactement à l'ensemble des entiers de 1 à P moins 1. Donc dans ce produit, eh bien, on va retrouver, ici, mélangé, dans un certain ordre, le produit des nombres de 1 à P moins 1. Donc le produit des I, c'est donc eh bien, P moins 1 factoriel. Et ça, tout ça, on l'a fait modulo P. On est passé modulo P quand on a transformé IA en alpha I. Et d'où, donc, P est bien congru à P moins 1 factoriel modulo P. Donc l'astuce, elle vient vraiment de la question précédente, très importante ici, qui a mis en bijection les alpha I et les entiers de 1 à P moins 1, même mieux qu'en bijection, on a une identité vraiment entre les deux ensembles. Une égalité, pardon. Question suivante. On se rapproche de notre petit théorème de Fermat. Alors là, maintenant, on déduit que pour tout entier relatif A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Alors, d'après la question précédente, P est égal à puissance P moins 1 fois P moins 1 factoriel, et P est congru à P moins 1 factoriel modulo P. D'accord? Donc, de notre première égalité, je passe modulo P. P est donc congru à puissance P moins 1, P moins 1 factoriel modulo P. Je vais donc égaliser les deux. D'où, eh bien, A puissance P moins 1 fois P moins 1 factoriel, qui va être égal à P moins 1 factoriel modulo P. Je mets tout à gauche par soustraction, et je factorise par P moins 1 factoriel. J'obtiens donc P moins 1 factoriel, facteur de A puissance P moins 1, congru à 0 modulo P. Donc ça, je vais recopier là-haut. P moins 1 factoriel fois A puissance P moins 1 est donc égal à 0 modulo P. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Bien, je vais traduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, donc, P divise le nombre. Alors, je vais enlever la factorielle. Donc, P divise le nombre 2 fois 3 fois, etc. jusqu'à P moins 1 fois A puissance P moins 1 moins 1. Voilà. Donc, P divise un produit. Et d'après le lemme d'Euclide, j'ai généralisé avec un produit de plusieurs facteurs, de plus de 2 facteurs. Donc, P va diviser l'un des facteurs, puisque P, je rappelle que P est premier. Donc, P divise 2, ou P divise 3, ou, etc. jusqu'à P divise P moins 1, ou P divise A puissance P moins 1 moins 1. Or, pour tout I, pour tous les nombres entre 2 et P moins 1, bien évidemment que P ne divise pas I, puisque P est plus grand, et donc forcément il reste une seule possibilité, donc P divise A puissance P moins 1, et d'où bien le fait que A puissance P moins 1 est égal à 0 modulo P. On met le 1 à gauche. A puissance P moins 1 est égal à 1 modulo P. Voilà notre petit théorème de Fermat démontré. Oui, petite remarque avant de passer à la question suivante. Je n'ai pas parlé du fait qu'ici on met A premier avec P. Alors, on sait que A, donc P ne divise pas et P est premier. Ça implique le fait que A est premier avec P. D'accord? Parce que si A n'était pas premier avec P, ça veut dire qu'ils auraient un diviseur commun différent de 1. Et c'est pas possible. Parce que comme P est premier, le seul diviseur possible, ça serait P. D'accord? Et P ne divise pas A. Donc A et P sont premiers entre eux. C'est pour ça que ça, on n'en parle pas, mais j'aurais peut-être dû le dire en début de question. Voilà, ça ne met pas en doute en tout cas ce qu'on a fait. On peut continuer. Que peut-on dire pour F28 et F29? Alors, on va rappeler ce que c'est F28. F28, c'est donc, on va rappeler, on va de l'ensemble R dans R. Ici, R, c'était l'ensemble des entiers de 0 jusqu'à 28. Et à X, on associait X puissance, donc K, donc X puissance 28. Et on prenait
Alors c'est pas exactement x puissance 28, mais c'est le reste de la division. Le reste donc de x puissance 28, de la division de x puissance 28 par, ici toujours 29. Comment est-ce qu'on va utiliser ce qu'on vient de faire? Alors ce qu'on vient de faire n'est valable que pour a premier avec p, donc ça veut dire que ça ne sera pas valable pour 0. 0 n'est pas premier avec p, puisque 0 divisé par p, ça marche, donc 0 divise, enfin p pardon, divise 0. Donc il va falloir traiter le cas de 0 à côté. Donc on va regarder, je vous rappelle, f28 de 0, on l'a déjà fait, ça fait 0. Donc ça c'est réglé. Ensuite, pour le reste, pour tout i, donc différent de 0, on est toujours dans l'intervalle, donc maintenant 1, 28. Donc plutôt que de mettre différent de 0, on va mettre pour tout i appartenant donc à 1, 28. D'accord? On sait que i est premier avec 29. 29, ça va, c'est notre p ici, d'accord? Ça veut dire qu'on peut appliquer ce qu'on vient de faire. Donc, petit théorème de Fermat, ici, i, ça va être notre. Donc, a, ça veut dire que i puissance 29 moins 1, i puissance 28, va donc être congruent à 1 modulo 29. Donc, le reste de la division de i puissance 28 par 29, c'est toujours 1. Donc, eh bien, quel que soit, on va mettre x, x appartenant à 1, 28, que les entiers, ça veut dire que f28 de x est toujours égal à 1. On garde le reste. Donc, c'est pas vraiment une fonction constante. Elle est nulle en 0 et elle vaut 1 partout ailleurs. Alors, on va l'écrire. Donc, ici, cette fonction f28, ça veut dire qu'elle vaut 1 si i donc est différent de 0, elle vaut 0 si i égale 0. Donc ça, c'est notre fonction f28. Maintenant, on nous parle de f29. Donc regardons f29, va donc de r dans r, et à x, elle associe le reste de x puissance 29 par 29. Donc, f29 de 0, et donc ça fera 0 puissance 29, ça fera 0. Et pour toute i différente de 0, f de 29 de i, ça sera donc i puissance 29. Alors là, on va se servir de ce qu'on vient de faire. Ça veut dire que modulo, on va passer modulo 29, et bien i puissance 29, c'est i puissance 28 fois i, d'accord? C'est donc congru à, alors i puissance 28, ça fait 1, donc ça fait 1 fois i, donc c'est congru à i modulo 29. Comme i est bien plus petit que 28, ça veut dire qu'ici, et pour tout i différent de 0, f29 de i vaut i. C'est donc une fonction, alors celle-là, c'est la fonction constante. En 0, ça donne 0, en i, ça donne i, donc f29, c'est l'identité. Qu'on note identité de R, c'est-à-dire que les éléments de R sont leur propre image. Voilà pour cette question 5. Dernière question de cette vidéo, donc on prend KL deux antinaturels non nuls, donc des éléments de n étoiles, et on va montrer que si K est congruent à L modulo 28, la fonction FK est égale à la fonction FL. Donc, première chose, eh bien on suppose donc, supposons que K est congru à L modulo 28. Ça veut dire quoi? Donc, effectivement, en supposant, alors je vais supposer que K est plus grand que L, est supérieur ou égal à L, ça veut dire qu'il existe un nombre Q appartenant aux entiers naturels positifs, tel que K est égal, donc on fait la division, on retraduit ça, remarquez, ça fait K égale L plus 28 fois Q, d'accord? Puisque L est plus petit, le nombre K ici est un entier naturel, est un entier positif. Ça va nous servir parce qu'on va manipuler beaucoup de puissance. Alors, la fonction FK, donc, quel que soit x appartenant donc à l'ensemble 0, 28, fk de x est donc égal à quoi? Rappelez, on prend x, on le met à la puissance k, d'accord? Et ensuite, j'oublie, on prend le reste, pardon, faut pas noter ça comme ça, on prend donc le reste de x puissance k par la division par 29, d'accord? Alors, on va regarder donc,
ici, x puissance k, il est égal à x puissance L plus 28 fois la lettre, le nombre Q. Je sépare en deux, ça fait x puissance L fois x puissance 28Q. Alors l'idée, ici, c'est de faire apparaître x puissance 28. Donc je mets ça sous cette forme. Voilà. Et on va passer modulo donc 29. Donc xk est congru à xl fois x puissance 28 puissance q modulo 29. Et là, dedans, on a la puissance 28 qu'on a déjà étudiée à la question précédente. On sait que si x égale 0, bien, évidemment, on a x puissance k qui est égal à x puissance L. Donc, on a bien fk de x, fk de 0, qui est égal à fl de 0. Donc en 0, les deux fonctions sont les mêmes. Maintenant, si x est différent de 0, on a vu que x puissance 28, ici, ben, il vaut toujours 1. Toujours évidemment le reste, donc ça c'est modulo 29. Et donc, x puissance k va être, d'après ce qu'on a écrit ici, ce nombre-là vaut 1. Donc, ça vaut x puissance L multiplié par 1 puissance Q puissance 29. Q c'est une puissance positive. Donc 1 puissance Q ça vaut 1. Donc ça c'est égal à x puissance L modulo 29. Et on a fini. On va faire une belle conclusion. Donc, pour tout x différent de 0, x étant dans l'intervalle toujours R, eh bien, on sait que x puissance k est congru à x puissance L modulo 29. Donc, ça veut dire que f, les restes sont les mêmes, par la division par 29. Donc, fk de x est égal à fl de x. Ensuite, on sait que fk de 0 est égal à fl de 0. Conclusion, donc, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, on a toujours fk de x qui est égal à fl de x. Ça marche pour 0 et pour tous les autres. D'où la fonction fk est égale à la fonction fl. C'est ce qu'on voulait. On a donc terminé. On a bien, fait cette partie. C'est des longues choses, ça quand même. C'est long à faire. J'espère que vous serez assez tolérant si j'ai fait quelques petites erreurs et quelques imprécisions. Voilà, à très bientôt pour la suite, évidemment, de ce problème.